Salut à vous les amis de la Terreur. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre magnifique qui va contraster beaucoup avec l'histoire qui va venir. Cela dit, le danger peut venir de n'importe où, comme vous allez le constater. Vous partez en train pour un voyage au-delà de l'effroi, poursuivi par une entité démoniaque ancestrale. Une arme spirituelle redoutable, invoquée par le clan mafieux de la Croce Nera, la Croix Noire. Alors au-delà de l'effroi pourrait se définir comme une dark romance, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est une histoire fantastique d'action et de suspense, mais aussi d'amour et de haine, avec une pointe de body horror un peu gore. Et vous allez voir que finalement, c'est un hymne à l'amour. Et j'en profite pour remercier Angélique qui incarne la voix de l'héroïne Alegria. Je vous laisse embarquer dans ce train vers la terreur, même plus que la terreur, de l'effroi. Au-delà de l'effroi. Bon voyage. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. L'amour peut soulever des montagnes, mais est-il le remède à tous les maux? Vous n'auriez jamais dû monter dans ce train. Il ne vous mènera sans doute pas là où vous vous y attendiez. Les corps atrocement mutilés de ces deux adolescents âgés de 14 et 18 ans. Jordan et Kevin, 15 et 17 ans, sortaient de leur entraînement de tennis. Le cadavre méconnaissable retrouvé par la police la semaine dernière vient d'être identifié. Il s'agirait de Geraldo Macroni, bien connu sous... L'autopsie du corps embouilli de Geraldo Macroni, chef de la paix italo-française, soulève de nombreuses questions quant aux nouvelles méthodes employées dans le milieu du grand banditisme. C'est le 9e corps, en 3 semaines, retrouvé massacré de la même manière. La méthode... L'arme utilisée par l'un ou les tueurs reste un mystère. Il fallait... Les massacres seraient attribués à une frange mafieuse, mais l'enquête semble Comme piétiner. si les victimes avaient avalé une grenade. Le corps explosé de l'intérieur. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Cette boucherie doit cesser, a-t-il déclaré ce matin lors de... La vieille locomotive grise attend sous la pluie battante, dans un sinistre grésillement électrique. Dès que je pose le pied à l'intérieur, une odeur étrange me saisit. Un mélange de ferraille brûlée, de sueur rance et de viande avariée. Ouais, c'est bien ça. Un discret remue de pourriture. Les passagers sont silencieux, presque trop calmes. Certains dorment, d'autres fixent les vitres obscurcies par le rideau de pluie. Je m'installe à une place près du couloir, jetant des regards inquiets autour de moi. Ce train ressemble à tous les autres, mais l'atmosphère qui y règne me rend mal à l'aise. Je ne suis pas tranquille. Les places vides se remplissent dans un silence funèbre. La porte claque, et avec 2 minutes de retard sur l'horaire prévu, le convoi s'ébranle dans une série de cliquetis. Sous mes pieds, le sol répercute les trépidations métalliques des roues sur les rails. Les lumières vacillent. Les murs paraissent poisseux. Il y a cette étrange humidité dans l'air, comme si nous roulions dans un tunnel rempli d'une vapeur organique. Je sens une tension, une présence étouffante. L'impression que quelqu'un observe chacun de mes gestes. Pourtant, aucun regard n'est tourné vers moi. Pas même les 2 ados assis sur la banquette d'en face, absorbés par leur écran rectangulaire. Soudain, j'entends un bruit inquiétant provenant d'un autre wagon, à l'avant. Une vieille dame se lève pour regarder par le hublot de la porte de séparation. Je fais de même. Rien. Je me rassis. La vie semble avoir repris son cours. Un bébé pleure, un gros homme chauve maugré en défroissant son journal. L'homme frisé sur la banquette voisine engloutit bruyamment un paquet de chips. Je me détends légèrement. Ces bruits banals ont quelque chose de rassurant. Je m'accroche à n'importe quoi pour tenter d'apaiser l'angoisse qui m'oppresse. Je voyage sans bagage, telle une ombre. Je fuis. Je fuis une existence parsemée d'erreurs, de mauvais choix, mais aussi d'opulence et de crimes. Je tente d'échapper à mon passé, et mon passé est armé de Glock et de pistolets mitrailleurs, et de Dieu sait quoi encore. Mon passé s'appelle Mafia. Avoir atteint ce train en vie
est un petit miracle. Ma fausse moustache, la perruque, le jean et les baskets ne feraient pas longtemps illusion si mon chemin croisait mes poursuivants. Ils me connaissent tous. J'étais le messager de confiance des divers clans du territoire. Les fratries rivales acceptaient mes visites. J'étais l'électron libre que tout le monde tolérait mais dont il fallait se méfier. J'ai passé ma vie dans le collimateur des 3 principaux gangs du pays. On dit qu'il faut pas tuer le messager, mais aller faire comprendre ça à des brutes sans foi ni loi. Enfin, si, ils ont des lois. Les leurs. Des règles que j'ai enfreintes, et sur le respect desquelles ils sont intransigeants. Donc je suis de mauvaise foi. Dans cette religion du crime, j'ai péché par amour et par colère. Je n'étais pas censé rencontrer, ni même échanger le moindre mot avec la belle Allegria, sœur du chef de la Fratelli del Silenzio. Pourtant le destin a tenu à la mettre sans cesse sur ma route, et à chaque fois ce fut comme un clou de plus dans mon futur cercueil, et une douce épine empoisonnée qui tétanisait mon cœur. Moi j'avais été adopté par la famille Di Matteo. Je devais avoir 15 ou 16 ans quand ils m'ont recruté. L'école n'était pas mon truc, et ma mère, junkie, avait fait caler son moteur après la mort de mon paternel, un voleur à la petite semaine qui cumulait les allers-retours en tôle. Bref, j'étais seul au monde, pas très sociable et je glissais sur une pente infernale, qui ressemblait d'ailleurs plus à un toboggan. Les Di Matteo m'ont mis le grappin dessus une fin d'après-midi, alors que je venais de braquer un commerçant dont ils assuraient la protection. Le chef de dizaine, le Capodecina, m'avait traîné dans un sous-sol pour me passer à tabac. Avant qu'il ne m'ait trop amoché, un homme d'un certain âge en costume avait demandé ce que j'avais fait. Le Capodecina lui avait expliqué mon forfait, et l'autre avait semblé réfléchir. « È solo un ragazzino » Ce n'est qu'un gamin, avait-il conclu. Ce fut ma première rencontre avec le padrino, le parrain Di Matteo. Allez savoir pourquoi, il m'avait à la bonne. Dans l'univers des mafieux, on peut pas dire qu'il y ait des bons et des méchants. Aucun de ceux que j'ai connus ne portait vraiment la main sur le cœur. Mais par contraste, les Di Matteo ressortaient comme les plus magnanimes. Des assassins parés d'une certaine poésie, dirons-nous. Alors on me confia des petites tâches pour tester ma fiabilité. J'avoue que l'ado indomptable que j'étais songeait parfois à se faire la belle, mais je n'avais finalement nulle part où me réfugier. J'avais bien un oncle, un frère à ma mère habitant au fin fond des Pouilles, mais je n'étais même pas sûr qu'il fût encore vivant. Au fil du temps, j'ai goûté à la sécurité apportée par ma situation, et aussi à l'impunité qu'elle me conférait. De picciotto, je fus promu au rang de soldato. En tant que tel, j'ai passé pas mal de gens à tabac, détourné des convois de marchandises des gangs ennemis, piégé des boîtes aux lettres, racketté des épiciers, des libraires, des cafetiers, des restaurateurs. J'ai intimidé, j'ai liquidé, exécuté, et plus rarement, négocié. Mais j'avais un don pour ça. Si bien qu'à mes 27 ans, le padrino me voulut à ses côtés en tant que conseiller. Mon ascension au statut de consigliere fut perçue d'un mauvais œil par la communauté Di Matteo. Toutefois, personne n'osait joindre un acte à ces messes basses. Ils étaient désormais à ma solde. Mon art de la diplomatie me valut de devenir le médiateur entre les 3 clans les plus influents du territoire, à savoir ma famille d'adoption, les Di Matteo, la Fratelli del Silenzio, nos ennemis, et le clan della Croce Nera, la Croix Noire, nos alliés. Ceux de la Croix Noire tenaient une rancune tenace envers la Fratelli del Silenzio. Il existait une rivalité ancestrale entre ces 2 clans. Ma famille avait saisi l'avantage de s'associer avec la Croce Nera, mais gardait des relations relativement courtoises avec les Silenzio. C'était une question de stratégie et la raison pour laquelle ma présence était tolérée dans le camp adverse. Toujours entre le marteau et l'enclume, ma position n'était pas confortable, mais m'octroyait un certain pouvoir. Du moins, c'est ce que je croyais. Je n'étais pas décisionnaire, mais mon avis pesait dans la balance. Sous la protection du padrino Di Matteo, je me sentais intouchable. Nager en eau trouble me convenait, du moment que le fric et les filles faciles coulaient à flot. Les chaussures parfaitement cirées, les cheveux gominés, le costard toujours ajusté, je me plaisais à évoluer dans un monde vide de sentiments. Juste de l'adrénaline, du désir, de la drogue, de la jouissance, de la domination et du sang. Mon cocktail quotidien avant de rencontrer Allegria. Moi, les couchers de soleil me laissaient de marbre. L'arrivée du printemps ne me transportait pas de joie, toutes ces conneries de poésie ne me faisaient ni chaud ni froid.
Je ne connaissais rien à l'amour. Ce sentiment dont on chante les louanges dans toutes les langues et sur tous les tons. Pour moi, il n'était question que de mièvrerie et de faiblesse. J'étais loin d'imaginer que l'amour puisse être aussi puissant qu'une vague de lave crachée par la gueule d'un volcan. Qu'il soit capable de réduire en cendres un socle de certitude bâti sur la méfiance envers moi-même et envers les autres. Ma seule réponse à l'existence avait toujours été la violence, même si en ma qualité de médiateur, elle était devenue implicite. Dans le regard d'Alegria, je me suis peu à peu transformé. Elle avait cette douceur qui m'avait toujours été inconnue, mais aussi ce caractère bien trempé. Nous avions échangé nos premiers mots dans l'immense jardin de la Villa del Silencio. Elle taillait les rosiers, je repartais d'une négociation. Sa beauté rayonnait, j'avais une boule dans la gorge. Après les quelques échanges d'usage, je me surpris à oser un « Ces roses pourtant magnifiques me paraissent bien pâles face à la grâce que vous dégagez. » Ah, je vois que j'ai affaire à un macho pur souche. Oh, complimenter une jolie dame n'a rien de macho, c'est juste du savoir-vivre. Elle me décocha un sourire qui fit mouche. Un peu vieillot comme approche, mais j'aime bien le côté fleur bleue. On est un gentleman ou on ne l'est pas. Ah, modeste en plus. Le rire qu'elle m'infligea acheva de me mettre au tapis. J'imagine que vous ne faites pas toujours preuve d'autant de romantisme. En quelques minutes, elle m'avait percé à jour. Elle m'avait désarmé. Et puis nous nous revîmes, d'une manière de moins en moins hasardeuse, de plus en plus planifiée. Des mois passèrent avant notre premier baiser, et encore des semaines avant que nous fassions l'amour. Toute la violence, la colère, la rancœur dont je portais la croix, s'estompa au fur et à mesure que la perspective d'une autre vie avec Alegria s'esquissait. Je devenais quelqu'un d'autre. Et toutes les intendances de ma fonction, les préoccupations du padrino et le chapelet de missions à accomplir me paraissaient futiles. J'avais assez donné, et aussi suffisamment économisé pour me dorer la pilule au soleil jusqu'à la fin de mes jours. Ma claque de cette vie toujours sur le fil du rasoir. Place à l'amour et à la liberté d'aimer, bordel! Alegria et moi avions décidé de fuir ensemble. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Un soir que nous nous étions retrouvés en secret à l'arrière de sa berline, une ombre s'était mise à tournoyer avec lenteur autour de la voiture, tandis qu'Alegria, nue et essoufflée, allumait une cigarette. Notre manège durait depuis plus d'1 an. Et vous l'avez compris, on s'aimait. Sincèrement. Nous prenions toutes les précautions pour que les fouineurs du clan ne nous mettent pas le grappin dessus. Cette forme noire qui marchait silencieusement en cercle autour de nous ce soir-là, avait-elle été envoyée par la Fratelli del Silencio? C'est ce que j'ai d'abord cru. J'aurais préféré ne jamais savoir le fin mot de l'histoire. Avec de l'inquiétude dans la voix, Alegria m'avait confié avoir déjà vu cette silhouette étrange rôder dans les couloirs de la Cosa Silencio. Ses déplacements n'avaient rien d'humain. Elle bougeait par saccades lentes, puis soudainement plus rapide, le temps d'un éclair. Un comportement erratique qui semblait mu par une forme de conscience. Et je sus que cette conscience était animée par une voracité haineuse quand elle s'infiltra par la vitre entr'ouverte de la berline. Une odeur rance et ferreuse se répandit. Avant que nous pûmes crier, je vis le corps nu d'Alegria se soulever lentement. Sa tête heurta le plafonnier, son cou se tordit et j'entendis ses vertèbres craquer avant qu'elle ne lâche un gémissement laconique. Tout à coup, son visage enfla. La peau de son ventre se gondola, se tendit à l'extrême, et je vis apparaître un visage masculin en transparence. Puis un autre au niveau de ses côtes. Puis encore d'autres. Une multitude de visages. Comme si des hôtes englués dans sa chair cherchaient à s'en extraire. D'une main paniquée, je cherchais à tâtons la poignée de la portière. Au moment où je parvins à ouvrir, je fus propulsé à l'extérieur par une explosion putride de viscères et d'entrailles chaudes, palpitantes. De ma belle Alegria, il ne restait plus qu'une peau flasque en charpie sur la banquette en cuir crème. Des filaments noirâtres comme des fumerolles s'échappèrent de l'habitacle en se tortillant à la manière d'anguilles dans l'air de la nuit. Je m'enfuis à toutes jambes. Durant les jours suivants, j'ai dû cacher ma tristesse, feindre l'indifférence quand on annonça que la sœur de Tony Pustini, chef du clan rival del Silencio, avait été retrouvée massacrée dans sa voiture près d'un entrepôt abandonné. On me fit savoir que le clan de la Croce Nera, le clan de la Croix Noire,
avait un message important à délivrer à ma famille Di Matteo. Je me rendis au point de rendez-vous pour intercepter le message, à l'ancienne. Une lettre codée, en dessous des radars des hackers éventuels à la solde des clans rivaux et des flics. Rompu à l'exercice du décodage, ma fonction était d'apprendre le message par cœur, puis de brûler la lettre. Ensuite, j'allais restituer l'information à qui de droit. Garder le secret absolu et surtout rester neutre, c'est le rôle dans lequel j'ai failli. Car cette fois, le message me touchait directement. Et je m'étais d'abord refusé à en saisir le sens. Le padre s'est occupé de la fille. Notre ennemi commun est en position de faiblesse. C'est le moment de frapper, ensemble. Rendez-vous après-demain à la butte noire pour synchroniser notre attaque. Le padre, une horreur insaisissable sortie de je ne sais où. C'était donc ainsi qu'il nommait l'ignominie qui m'avait arraché mon amour. Le padre. Le clan de la Croce Nera avait envoyé cette chose pour tuer Alegria, juste pour affaiblir la maison del Silencio, pour le pouvoir, ce putain de pouvoir. De toutes les émotions qui me traversèrent, la colère fut la plus forte. J'allais mettre cette famille à feu et à sang. Le message destiné à ma hiérarchie allait rester lettre morte. Ils pouvaient toujours aller se faire foutre. Ma fratrie était impliquée dans le meurtre d'Alegria, et même s'ils ignoraient notre relation, je n'allais pas pouvoir leur pardonner. D'abord, c'est le parrain Tonio Giacobazzi de la Croce Nera que j'allais surprendre et frapper de mes foudres. Puis je tuerais cette entité nommée le Padre. Cette ombre ignoble qui a emporté la seule femme que j'ai jamais aimée, dans un déluge de viscères et de visages. Ces putains de visages qui s'arrachaient à sa chair, se mêlant dans une danse macabre que je n'oublierai jamais. C'était la nuit de Pâques. J'avais adopté un déguisement de civil, autrement dit un jeans et des baskets, puis aussi une moustache factice avec la perruque assortie. Après avoir éliminé les vigiles et les chiens autour de la propriété, je me suis retrouvé seul dans l'ombre, face à l'immeuble du chef du clan de la Croce Nera. Il fallait faire vite, avant que quelqu'un ne donne l'alarme, n'appelle des renforts. Une question de minutes. Je connaissais évidemment les lieux pour y être venu à maintes reprises durant mes années au service des Di Matteo. Une puissante appréhension m'avait saisi. Mais le métal froid du Glock 19, contre ma paume, me donna le courage d'entrer dans l'immense baraque. Je passai par les souterrains, réservés aux services de sécurité, pour déboucher dans le hall. Pas un bruit, mais une odeur désagréable. Un parrain est rarement seul. Je devais le trouver avant qu'on me tombe sur le poil. J'avalai les marches en marbre jusqu'à l'étage supérieur. Le calme régnant dans l'immense villa avait quelque chose de suspect. Où était donc le reste de la famille ? Je collai mon oreille à la porte de ce que je savais être le bureau de Tonio Giacobazzi. Derrière le battant, une voix rauque retentit. « Entre, consigliere. Je t'attendais. » Mon instinct voulut me faire rebrousser chemin, mais ma rage obstinée me propulsa dans le bureau. Giacobazzi était là, enrobé par les accoudoirs de son siège en cuir, un cigare fumant à la main. Avant qu'il n'ouvrît la bouche, je l'extirpai de son fauteuil sous la menace du Glock, puis le poussai dans la pièce adjacente, une vieille salle de réunion où des cadres usés de la famille se retrouvaient pour discuter de la gestion du clan. J'y avais déjà été une fois, une éternité plus tôt, avant que ma vie ne parte en morceaux. Le chef était vieux, fatigué, mais toujours aussi menaçant. Son regard bleu perçant me défiait, tandis que d'un geste vif, du bout de mon canon, je le contraignis à s'agenouiller sur le tapis rouge, devant la table ovale. « Je vais te poser une question, vieux connard, et tu vas y répondre. » Il leva le menton, une expression goguenarde accrochée à son faciès fripé. « Où est le padre ?» Il m'a dévisagé. Il savait pour Alegria et moi. Ses lèvres restaient figées sur un rictus moqueur. Il porta son cigare à sa bouche, aspira et recracha la fumée dans ma direction. J'agitais le flingue. « Tu vas répondre, vieux salopard, ou je te fais un troisième œil au milieu du front. »« Tu es foutu, consigliere. » »« Toi, tu es foutu !» J'appuyais plus fort le bout du canon contre son arcade sourcilière. La petite putana a eu ce qu'elle méritait. Mon doigt s'était crispé sur la détente. Giacobazzi ne flancha pas. Il poursuivit. «
Toi, tu étais amoureux d'elle, mais ce qu'elle voulait, c'était le pouvoir, la petite putana. Rien à foutre de ta gueule. Elle voulait atteindre ton padrino à travers toi. C'était le plan de Tony Pustini, son adulte frère. Toi, tu n'es qu'un pauvre pion. Et maintenant, tu vas crever aussi. Ferme-la! T'es pas en position de force! Tu ne connais rien de ma force, Pampino. Tu cherches le padre. Tu l'as trouvé. Alors c'est toi le padre! Nous sommes tous les padres. Le padre, c'est l'esprit fondateur de la Croce Nera. Notre racine. Il est en nous. Nous sommes en lui depuis des siècles. Mes ancêtres l'ont invoqué alors que nous n'étions encore que des brigands, des mercenaires. Il est immortel. Tu peux me tuer, mais tu ne tueras pas le padre. Il est partout et te rattrapera, où que tu ailles. Il te gardera toujours à l'œil. Raconte pas de conneries! D'un revers de la main, je lui cassai l'os du nez. Il s'écroula, lâcha son cigare, tordit son cou pour planter son regard froid dans le mien. Ses pupilles se dilatèrent. Et le padre adore le sang. Il adore la souffrance. Et tu vas souffrir consigliere. Tu voulais rencontrer le padre? Tu vas rencontrer la partie de lui qui est en moi. Mais sache que le padre peut prendre qui il veut. Il peut s'infiltrer dans n'importe quel corps, dans n'importe quel esprit, pour les manipuler, pour l'absorber, pour les dissoudre. Il se remit à genoux face à moi. Et tu vas faire partie de lui, consigliere. À ce moment, une fine brume foncée se mit à sourdre par le rebord de ses yeux. Des fumerolles noires s'échappèrent de ses narines, de sa bouche et de ses oreilles. Puis toute sa tête se mit à fumer comme un vieux pot d'échappement percé. Je reculai d'un pas. Mon doigt pressa la détente. La balle atteignit la poitrine de Jacobazzi. Son buste bascula vers l'arrière, puis il se redressa. Ses globes oculaires, retenus par les ligaments, pendouillaient sur ses joues, alors que sa bouche s'étirait comme la gueule d'un serpent. J'eus la vision furtive d'un visage qui vint s'imprimer dans son cou, avant que sa tête n'explose, m'éclaboussant des débris de son cerveau. Un éclat d'os m'érafla la pommette. Le corps obèse de Jacobazzi se rétracta comme une coque qu'on aspire de l'intérieur. J'entendis son ossature se broyer. Une monstrueuse expiration regonfla ses tissus un bref instant avant que ses os brisés ne soient propulsés aux quatre coins de la pièce dans une pluie de sang et d'organes disloqués. Une ombre immense se constitua dans l'assemblage mouvant des fumerolles. Mes mains étaient si moites que je peinais à tenir la crosse du Glock. Je vidai mon chargeur, machinalement, conscient de l'inefficacité de mon geste. Au fur et à mesure que je reculais, la silhouette vaporeuse s'approchait en tourbillonnant. Dans ce tourbillon, une multitude de visages défilaient. Certains avaient un air de déjà-vu. Et furtivement, je vis passer celui d'Allegria. Le padre n'était qu'un amalgame de la sève de ses victimes, un mélange, une malédiction confectionnée par les ancêtres de Jacobazzi. Des ancêtres qu'elle contenait en elle depuis sa création. Et cet esprit glouton perpétuait son existence, en digérant je ne sais quelle partie de ses proies. Je ne voulais pas être la prochaine proie. Je pris mes jambes à mon cou. Le bureau, le palier, l'escalier en marbre s'enchaînèrent dans ma course effrénée jusqu'au souterrain. Pas un chat, pas une ombre. La lenteur du padre, tout puissant qu'il fût, m'avait donné l'avantage. Je sortis précipitamment de la propriété et regagnai ma BM noire. Je démarrai sur les chapeaux de roue. Il n'était pas question de retourner dans ma famille Di Matteo. J'étais grillé. En tout cas, ce n'était qu'une question d'heure avant que je ne le sois. Je repensais à ce vieil oncle dans les Pouilles. Même s'il n'était plus de ce monde, le sud de cette région pouvait constituer une bonne planque. Au moins le temps de me refaire une identité. Avant d'abandonner la voiture dans un vieil hangar, je suis allé retirer le maximum d'argent liquide à un distributeur. J'ai détruit mon American Express Platinum, enlevé la batterie de mon téléphone. Ensuite, j'ai marché jusqu'à la petite gare pour attraper ce train vers l'oubli. Alors oui, quand je disais tout à l'heure que mon passé était armé de flingues, j'oubliais de mentionner l'arme redoutable du clan de la Croce Nera, le padre, probablement à ma poursuite. Après avoir vu ce qu'il a fait à Allegria et à cette vieille carne de Jacobazzi, je mesure ma chance d'être encore en vie.
M'aurait-il laissé fuir pour une quelconque raison ? Je tente de me laisser bercer par le rythme régulier du train qui m'entraîne loin de toute cette merde. Le silence est revenu. Ce silence oppressant qui régnait quand je suis monté dans le wagon. Je ne parviens pas à me détendre. Je revois sans cesse Alegria mourir devant mes yeux dès que je les ferme. Songer à tout ce qui se trouve à mes trousses dilate la boule qui me pousse au ventre. Machinalement, je fais courir mon regard sur les autres passagers. Des visages tournés vers les fenêtres, des mains crispées sur les accoudoirs. Pas un ne bouge. Ils sont figés. Puis quelque chose me frappe, en regardant tour à tour le gros homme chauve qui a replié son journal, puis le frisé qui a fini ses chips. La vieille dame, les deux ados face à moi, momifiés autour de leur smartphone. Ils me sont tous familiers. D'une manière ou d'une autre, j'ai déjà été amené à voir ces visages. Mais oui, le gros chauve. Il s'agirait de Geraldo Macroni, bien connu. L'autopsie du corps embouilli de Geraldo Macroni, chef de la paix italo-française. Un chef de cartel qui faisait de l'ombre au trafic de la Crossenera. Impitoyablement déchiqueté avec une arme que les médecins légistes n'étaient pas parvenus à définir. En tout cas, il lui ressemble fortement. Je pourrais croire à une coïncidence, mais ça ferait quand même beaucoup de sosies réunies au même endroit. Parce que la vieille, je la reconnais aussi à présent. C'était Ludmila Vlakov, la madré d'une branche de la mafia russe infiltrée sur notre territoire, retrouvée pulvérisée dans les chiottes de sa boîte de nuit. Le frisé bouffeur de chips, celui qu'on appelait Benny la raclure, éviscéré dans une chambre d'hôtel. C'était l'homme de main d'un industriel qui pensait pouvoir se soustraire aux lois édictées par les trois clans. Mes yeux se reportent sur les deux ados. Ils me regardent à présent, fixement. Les frères Ruggioni, Kevin et Jordan, les deux fils d'un trafiquant notoire dont la mort avait fait la une des médias. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Et en même temps que je me pose la question, l'effroyable réponse me percute. En fait, le padre n'était pas à mes trousses. Il n'était pas derrière moi. Il m'avait devancé. Il était là tout autour, depuis le début, disséminé dans chacun des passagers. Des passagers revenus d'outre-tombe. Je me lève prudemment, même si je sais ma fuite sans issue. Ils braquent tous leurs yeux noirs sur moi. J'atteins le compartiment voisin à reculons. D'autres passagers, d'autres visages. Des dizaines de pupilles dilatées qui me fixent. Et soudain je la vois, là, assise à la banquette du fond. Alegria. Elle exprime une émotion de douleur qui me fait monter les larmes. Je sais qu'elle n'est plus ce que j'ai connu, qu'elle fait désormais partie de lui. Mais malgré ça, je ne résiste pas au besoin de l'approcher, la revoir une dernière fois, la serrer contre moi. Je m'avance dans l'allée, je fais 2 pas, et j'assiste subitement à une horrible chorégraphie. Les passagers bondissent de leur siège et se bousculent dans ma direction. Leur aspect a changé et continue de se modifier. La petite foule se compacte. Je recule jusqu'au fond du compartiment. Les individus, collés l'un à l'autre, se rétractent et se dilatent comme de gros poumons anthropomorphes. Ils s'entremêlent pour ne plus former qu'un amas, ressemblant à une énorme boule de chair fumante. Alegria se fond dans cette masse qui m'enveloppe dans sa moiteur. Le padre est entier. Le magma sanguinolent bouillonne en m'approchant. Je ne peux plus reculer. Je me plaque contre la porte métallique, mais déjà, la forme gluante est sur moi. Avec une lenteur infinie, je la sens se répandre sous ma peau et déjà m'absorber de l'intérieur. Je sens la froideur s'infiltrer dans chaque fibre de mes muscles, dans chaque tendon. Mes organes convulsent douloureusement. Et dans une ultime brûlure le long de mes nerfs, mes ligaments se déchirent et mon corps explose. Il m'abandonne. Le padre m'a dissous en lui, comme les autres avant moi, comme les prochains. Je n'ai plus d'enveloppe charnelle, mais ce qu'il reste de ma conscience retrouve avec passion celle que j'aime. Alegria se mélange à moi. Nous voilà désormais unis, plus qu'on aurait pu le souhaiter, pour l'éternité. Nous sommes le padre, et notre amour fusionne les étincelles qui subsistent de nos anciens nous. Soudainement, des lamentations résonnent au cœur de l'entité. Un malaise s'installe. Le corps brumeux du padre
semble se désagréger. Je m'aperçois qu'Allegria et moi constituons un noyau distinct du reste de la masse. Les multiples bouches face à nous se tordent sur des plaintes qui vont en s'éloignant. Et soudain, tout s'amenuise. Nous disparaissons peu à peu. Et je comprends. Je comprends que l'amour est un sentiment insupportable pour le padre. Il est pour lui comme un poison. Allegria et moi étions les deux ingrédients actifs de ce poison. Le monstre, victime de sa gloutonnerie et de sa haine, nous a avalés comme la ciguë. Allegria et moi sommes sa maladie, sa tumeur. Et le voici rongé de l'intérieur par notre amour. Nous sommes en train de le désintégrer. Et nous nous effaçons avec lui. Le train continue de rouler, toujours plus loin. Et lorsqu'il s'arrêtera, il n'y aura plus rien ni personne à l'intérieur. Que ma carcasse vide. Grâce à l'amour, vous êtes sauvés, cette fois-ci.